On présentait un projet, vous vous rappelez, d'éco. Donc on nous présentait tous les flux de trésorerie et puis on nous présentait après le coût du capital, etc., qui permettait de valoriser ces flux de trésorerie. Dans cette section, ce qu'on fait, c'est qu'on revient sur la détermination du coût du capital et donc éventuellement du coût moyen pondéré du capital, du coût des capitaux propres, etc., en réfléchissant au risque qui est associé à l'entreprise et au projet. Bon, la difficulté qu'on a, c'est que, vous avez vu dans le projet précédent, ce qu'on avait fait, c'est que, en général, quand une entreprise présente un projet, elle a un projet qui est innovant, et donc le risque qui est associé au projet est différent du risque qui était préalablement ou qui est préalablement dans l'entreprise. Si l'entreprise, finalement, monte des projets qui incorporent toujours le même type de risque, c'est que l'entreprise ne se change pas, enfin, elle se reproduit simplement à l'identique, elle s'étend à l'identique, et donc prendre le rendement des capitaux propres de l'entreprise ou le WACC de l'entreprise déjà existante pour valoriser un projet, c'est pas forcément pertinent, parce qu'évidemment, quand on cherche un facteur d'actualisation, la question c'est celle de la prime de risque qui est associée à ce facteur d'actualisation, et la prime de risque dépend du risque qui est inclus dans le projet et dépend en fait du bêta du projet, d'accord, donc de la manière dont le projet permet de diversifier ou non le portefeuille. Donc valoriser un projet en utilisant les données de l'entreprise, les données historiques de l'entreprise, c'est pas toujours pertinent si le projet est innovant et n'est pas dans le cœur de métier de l'entreprise. Donc c'est l'objet de cette section de réfléchir à ça. Donc la question qui est posée dans ce cas-là, c'est simplement de trouver la bonne métrique, en fait, le bon facteur d'actualisation pour actualiser le projet ou pour donner une valeur au temps et au risque associé au projet, d'accord, valeur au risque associé au projet, au risque qui est contenu dans les flux de trésorerie disponibles du projet. Et une manière de faire, c'est d'aller chercher des comparables sur les marchés. Donc regardez le projet, essayez de trouver sur le marché une entreprise qui aurait le même type de projet, regardez comment les marchés la valorisent et quel est le niveau de WACC ou de rendement des capitaux propres qui est associé à ce type d'entreprise. Donc c'est ça la méthode des comparables, d'accord. Donc voilà, il faut prendre les flux de trésorerie disponibles déterminés, ou en tout cas leur anticipation déterminée pour l'entreprise, et puis ensuite aller chercher un facteur d'actualisation sur le marché. Évidemment, il y a une question qui est importante, c'est que sur le marché, les entreprises peuvent différer pas simplement par le risque, mais aussi par leur niveau de levier. Et donc, vous savez que le levier a une influence sur le rendement des capitaux propres, d'accord. C'est quand même quelque chose qu'on a documenté depuis le début du cours. J'espère que ce message-là, il commence à être clair. Et donc, si on observe un rendement des capitaux propres, il faut en quelque sorte comparer des entreprises qui sont comparables à structure d'endettement comparable, à structure financière comparable, pas simplement à risque comparable. Et donc, la technique, c'est de tout déleverager, c'est-à-dire de calculer un RU, un rendement des capitaux propres de l'entreprise, d'une entreprise qui serait non endettée, pour retirer l'influence du levier, d'accord. Donc, aller chercher un comparable en termes d'activité sur les marchés financiers, si la société est cotée. Si elle est non cotée, on pourra en discuter. Si elle est cotée, on peut aller chercher une entreprise comparable sur les marchés financiers, sur les marchés de stock, les marchés d'actions. Bien sûr, neutraliser l'influence de la structure financière de l'entreprise sur le return des capitaux propres. Et donc, pour cela, comparer des choses qui sont comparables, c'est-à-dire des RU, des choses qui sont en tout cas indépendants de la structure financière, c'est-à-dire des RU en l'occurrence. D'accord. Donc voilà, cette méthode des comparables ne peut s'appliquer bien sûr que si vous avez des comparables, ce qui veut dire qu'il faut des entreprises qui sont cotées et qui ont le même type de caractéristiques. En tout cas, le même type de caractéristiques que le projet que vous voulez mettre en œuvre. D'accord. Donc ici, on nous propose deux comparables. Donc, déterminer les comparables, c'est quoi? C'est essayer de chercher une entreprise qui aurait le même type d'activité, qui opère sur le même type de marché. Donc, il y a des techniques pour ça. Essayer de catégoriser les entreprises et puis après les regrouper en termes d'homogénéité, de type d'activité, de type de marché, quand je dis marché, notamment étranger, intérieur, domestique, etc., pour que ce soit soumis au même type de risque, et ensuite les comparer de cette manière-là. Donc, il faut trouver les comparables, et ensuite il faut reconstituer le RU des comparables, sachant que le RU est indépendant de la structure financière, et donc on neutralise
l'effet de la structure financière. Le RU, c'est le return sur l'actif qu'on a appelé actif économique de l'entreprise, qui ne dépend pas de la structure financière de l'entreprise, en admettant que cela soit possible. Et c'est possible dans le monde parfait de Modigliani-Miller. Donc voilà, on a deux comparables ici. Vous voyez que ces deux comparables diffèrent, ils sont comparables parce qu'ils sont le même type d'activité, même type de marché. Ils diffèrent bien sûr par leur taux d'endettement et par leur structure financière. D'accord, donc ils n'opèrent pas avec le même levier. Du coup, évidemment, le return qu'ils proposent sur les capitaux propres est peut-être le return sur le coût de la dette. Bon, le coût de la dette, vous savez que c'est beaucoup moins sensible, parce que la dette, elle est moins risquée, donc c'est pas l'aspect le plus important. Vous voyez qu'à partir de ces données qu'on obtient sur les marchés, donc marché actions et marché obligataire, en admettant qu'on est capable de trouver tout ça sur les marchés, on peut reconstituer un RU. Un RU qu'on a appelé avant impôt. Le RU est toujours avant impôt, c'est le WACC avant impôt. D'accord ? Donc c'est la moyenne pondérée par le taux d'endettement, évidemment, des deux. Là, on trouve 9,6 et 9,4%. Ils sont relativement proches parce que c'est des entreprises comparables. Et vous savez bien que le travail des marchés, c'est précisément d'égaliser les rendements, corriger des risques, dès lors que les entreprises sont comparables. Ça veut dire qu'on a des risques qui sont identiques, qui pèsent sur ces entreprises. Donc il n'est pas étonnant que les marchés donnent, pour les deux entreprises, des RU qui sont relativement proches. Si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire qu'on a peut-être mal choisi nos comparables ou que dans cette industrie, il y a beaucoup de choses un peu différentes. Voilà. Donc en moyenne, c'est 9,5%. Et puis, donc on en déduit le RU qu'il faudrait appliquer à notre projet. Comment trouver les comparables? Donc il faut des techniques économétriques ou statistiques permettant de repérer ces comparables. Donc évidemment, les gens qui ne connaissent rien en économétrie, en statistique, ont leur propre méthode. On va regarder les concurrents ou des choses comme ça, voilà, qui opèrent sur les mêmes marchés. Après, il y a peut-être moyen de faire des choses plus sophistiquées en essayant de créer, je sais pas, des indices de proximité entre les entreprises basés sur un certain nombre de critères, la taille, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut ajouter là-dedans. Donc ça, pour moi, c'est du détail dans lequel je n'entre pas. Donc on est d'accord que ensuite, une fois qu'on a le RU, eh ben, il faut utiliser la fameuse formule. On obtient le RU. Donc, ce qu'on veut, c'est transformer le RU en un RCMPC éventuellement, qui nous permet de valoriser un flux de trésorerie disponible avec une méthode de type WACC. Donc vous avez compris que pour faire ça, vous pouvez le faire directement, c'est ce qui est indiqué à la fin, mais bien sûr, je vous rappelle quelques formules qui sont importantes. C'est que bien sûr, à partir du RU, vous pouvez reconstituer le R des capitaux propres. C'est la fameuse formule dite du levier, d'accord? Donc RU, RCP, c'est RU plus L, le levier. N'oubliez pas que, je le redis à chaque fois, mais le levier, c'est le ratio dette sur capitaux propres, d'accord? C'est pas le taux d'endettement. Dans cette formule, pour bien noter ça et à chaque fois avoir le réflexe et ne pas vous tromper bêtement sur cette question. Quand on vous dit levier, c'est bien ce L en question, plus la différence entre RU et RD. Donc on peut bien sûr, à partir de ça, reconstituer. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Vous voyez, on avait un RU, c'est la formule qui est en dessous. Si on prend un levier de 1, c'est-à-dire un levier de 1, c'est un D de 0,50. À chaque fois aussi, c'est pour faire un petit peu d'exercice. Donc le levier de 1, c'est 50-50. On peut directement trouver le RCP. Et donc, pour cette entreprise qui serait peut-être davantage endettée que ses concurrents, avec ses taux d'endettement de 50%, eh ben, on a un RCP qui est de 13%. C'est pas, excusez-moi, c'est pas une entreprise, c'est le projet. Donc d'accord, c'est une filiale. Ici, on est dans la valorisation d'un projet qui s'ajoute. Ça peut être l'acquisition d'une filiale. C'est un peu ambigu de présenter les choses comme ça, mais c'est bien l'objet du chapitre que de valoriser un projet à la marge qui vient se greffer sur une entreprise. Ce n'est pas vraiment une valorisation d'entreprise, mais c'est plutôt une valorisation d'un projet. En déduire le CNPC de la filiale, donc bien sûr, maintenant vous avez le RCP et le RD. Donc rappelez-vous la formule du WACC. Le WACC, c'est comme vous voulez. Soit vous le faites sous la forme 1 divisé par 1 plus L en utilisant le levier multiplié par RCP plus le taux d'endettement L divisé par 1 plus L multiplié par 1 moins TIS, puisque là, l'idée c'est de dégréver les impôts et donc de tenir compte de la valeur actuelle des économies d'impôts, multiplié par RD, donc j'espère que ça va bien pour vous tous, ça, d'accord? Et donc vous trouvez ici, avec un levier de 1, ça fait un taux d'endettement de 50%, donc c'est bien la formule qui est appliquée ici. Le RCP était 13,
et on trouvait un RD de, etc., et on trouve 8,5%. D'accord? Bon, évidemment, on aurait peut-être pu faire l'économie de 4 minutes, 3 minutes ou 2 minutes à faire ça, mais après tout, c'est pas mal non plus de le revoir pour que vous ayez toutes ces formules en tête. Hein. On aurait pu directement utiliser la dernière formule qui est ici, c'est-à-dire dire simplement que le RCNPC, c'est le RU moins D fois, D le taux d'endettement, bien sûr, TIS multiplié par l'endettement, d'accord? Donc là, bien sûr, on aurait obtenu la même chose. Le RCNPC, c'est aussi le RU qu'on a calculé préalablement, qu'on a obtenu sur les marchés, qui est donc de 9,5%, si je n'ai pas bonne mémoire, moins 50% multiplié par, c'était combien ah oui, 33%, donc multiplié par 33%, multiplié par 6%, et on obtient bien sûr la même chose. Ce qui nous permet au passage de bien se rappeler que le RCNPC est plus faible que le RU parce qu'il y a les économies d'impôt, évidemment, qui rentrent dedans, qui baissent le coût du capital. Ok? Donc, on a déroulé ça. Ok, bon, voilà. Bon, on donne un autre exemple. Je ne sais pas après si l'objectif à chaque fois c'est la répétition, mais on nous présente, quelquefois c'est plus long à lire qu'à faire, donc à comprendre. On nous dit, on a une entreprise qui est une multinationale, donc qui fait dans la fabrication d'équipements pour bûcherons. Son coût des capitaux propres est de 2,7%. D'accord? Donc je note, je pense qu'à chaque fois qu'on traite un cas comme ça, le truc c'est d'essayer de bien rendre compte à chaque fois de toutes les données du problème. Donc j'appelle ASCOET H. Donc son taux d'endettement, son coût des capitaux propres est de 12,7%. D'accord? Donc ça c'est données du problème. RDH, sa compte de la dette, c'est 6%. Donc ça, elle a un taux d'endettement de 40%. D'accord? Donc un taux d'endettement de 40%, ça fait un levier de combien? Un taux d'endettement de 40%, ça fait un levier de combien? Oui? Bien joué. 0,6 sur 0,4. Ah non, 0,4 sur 0,6. Donc ça fait combien? 2 tiers. C'est ça? Moi-même, hein, quand je le dis, je suis pas. Ça fait 2 tiers, non? 0,4 sur 0,6. Non. D'accord. Bon. Non, mais c'est ce genre de petite gymnastique qui est pas très quoi. Qui est assez peu relatif au sujet du cours, mais qui finalement fait que vous allez traiter rapidement ou pas les exercices. Hein. Au bout d'un moment, c'est quand même ça qui joue. Et puis après tout, c'est aussi un peu ça qu'on vous demande, professionnellement aussi, d'être capable, d'être flexible, de calculer vite, de tout de suite avoir des ordres de grandeur en tête et voilà, et d'avancer de cette manière-là. Donc, en soi, c'est pas un mauvais apprentissage que d'apprendre aussi à avancer rapidement, même si c'est quelquefois un peu stupide. D égale 40%. Donc elle a développé un système GPS. Donc, là, c'est pour insister sur le fait que le GPS n'a rien à voir avec le bûcheron. Enfin, en tout cas, bon, peut-être pas dans un premier temps. En tout cas, c'est pas le cœur de l'activité. Donc, pour le GPS, on veut aller voir une entreprise qui est dans la technologie. Et évidemment, ces entreprises dans la technologie qui sont dans les GPS, je les appelle GPS, ils ont une autre structure. Donc on nous donne directement un coût du capital en dette pendule de 15%. Donc ça veut dire que ça, on l'a reconstitué, hein, ce coût du capital en dette pendule, en déleverageant des entreprises qui sont dans ces secteurs-là, d'accord? Quand je dis déleverager, c'est neutraliser l'effet du levier de la structure financière sur le return des capitaux propres, ou sur le RU, enfin recalculer ce RU indépendamment, qui est évidemment indépendant de la structure financière, si Modigliani Miller est vrai, d'accord? C'est évidemment éventuellement contestable. Donc, coût du capital en dette pendule de 15%. ASCOET souhaite financer ce projet à hauteur de 10% par endettement. D'accord? Donc, il souhaite un truc de 10%. Donc, un truc de 10%, ça fait un levier de combien? Ça fait quoi? Ça fait 9 sur 1, ça fait 1 neuvième. C'est ça. 10%, ça fait un levier de 1 neuvième. Toujours le même calcul. Non, ne me regardez pas comme ça, parce que là, vous m'impressionnez. Vous voyez, vous avez 1, 9, d'accord? Non, mais vous faites 1, 9, 10, d'accord? Et donc, ça fait bien 1 sur 9, non? C'est comme ça que je fais, moi, visuellement. Je le vois dans ma tête. Je dessine comme ça et je le vois tout de suite. Enfin, je le vois tout de suite. Des fois, je suis un peu lent, mais je suis comme tout le monde. Ok, donc à hauteur de 10%, donc vous voyez, le levier est très différent, bien sûr. C'est juste une donnée du problème. Au taux d'intérêt de 6%.
D'accord, bon, bah, c'est aussi 6%, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est aussi 6%, le RGPS D est aussi de 6%. Le taux d'imposition est de 33%, ok. Bon, je ne sais pas ce qu'on va nous demander à la fin. Quel est le coût du capital endettement nul des deux branches d'activité de l'entreprise? Bon alors, donc on nous demande le RU, on nous demande le RU de Asquat. D'accord? Donc le RU de Asquat, c'est quoi? C'est la structure d'endettement de Asquat, structure financière de Asquat, 60% multiplié par le coût des capitaux propres de Asquat, 2,7%, plus 40%, puisque c'est le complémentaire de 60%, c'est le taux d'endettement, multiplié par 6%. D'accord? Et évidemment, ici, si on nous demande un RU, il ne faut pas tenir compte de la fiscalité. Donc vous voyez, on n'improvise pas complètement, parce que je vais quand même regarder, je vais quand même faire avant de venir. Je ne sais pas si d'ailleurs si c'est un travail très utile. Une fois que j'ai des doutes sur le temps que je passe à ce genre de truc pas très utile. Vous trouvez un certain résultat. Voilà, vous trouvez quoi? Ah non, en plus, quand je le retrouve, je suis même pas sûr de l'avoir fait en fait. Le temps que je tourne mes pages, vous l'avez déjà calculé. 0,10. Bon, je vous propose qu'à chaque fois, on exprime en pourcentage comme ça le résultat. C'est plus lisible, de dire 10%, parce que à chaque fois que je laisse les pourcents pour bien montrer que ce sont des proportions, ou ça rend les formules plus faciles à lire. Je reprends quand même mes notes parce que, oui, d'accord, 10%. Et le RU de GPS, d'accord, donc le RU de GPS, vous voyez, il est très différent, certainement parce que la haute technologie est un bêta plus élevé, un bêta du brevet plus élevé que l'activité de bûcheronnage. D'accord? Je sais pas. On constate qu'il y a une différence entre les deux. Donc c'est pour ça que, bien sûr, si Asquat veut se développer dans le domaine du GPS, il ne faut pas qu'il utilise son truc historique pour le faire. Ça paraît bien évident, puisque c'est un brevet qui est nouveau pour lui, et donc pour lequel la valorisation par les marchés à la marge est évidemment différente, parce que les risques associés sont différents. Donc voilà, quels sont leurs coûts des capitaux propres et leurs coûts moyens pondérés du capital effectif. Le coût des capitaux propres, on l'a déjà calculé pour RHCP, c'est 2,7. Donc il faut le calculer pour R, GPS, CP. D'accord? Donc autant utiliser la formule du levier, puisque après tout, c'est la même que celle qui nous dit que c'est la moyenne pondérée par le D. Mais la formule du levier, en général, frappe les esprits des gens plus que la formule de la moyenne pondérée. On ne sait pas pourquoi, mais c'est juste la magie de la formule de levier. La magie de la formule de levier. Ouais. Donc, c'est quoi donc, ce truc, c'est donc il faut prendre le RU. Donc, le RU, on l'a, c'est 15%. Le levier, bah, on l'a calculé, on a dit que c'était quoi? 1/9. D'accord? Donc, j'espère qu'on ne s'est pas trompé. D'accord? C'est ça, hein, le levier, puisque GPS, on peut mettre 1/9 de dette. Voilà. 10% de dette, donc ça fait un levier de 1/9. Multiplié par quoi? Multiplié par la différence entre 15% et 6%. D'accord? Donc c'est ça hein, le rendement des capitaux propres, on est d'accord? Et donc là, vous trouvez 16%. Ok? Et bien sûr, vous pouvez le comparer aux 12,7% qui sont ici, d'accord? Et vous voyez que la différence entre les deux s'explique par une différence de RU, mais aussi par une structure de financement qui est différente, puisqu'il y a moins de leviers dans le GPS que dans l'autre, d'accord? Donc ça va resserrer l'écart, bien sûr, qu'il y a entre les deux rendements des capitaux propres, parce qu'il y aura moins d'amplification par la structure financière. Leur coût moyen pondéré du capital respectif, on est d'accord que pour le coût moyen pondéré du capital, c'est R, c'est MPC, ou je ne sais pas quoi, WACC. Donc de Asquat, on l'avait déjà calculé, non? On ne l'avait pas calculé? Pour Asquat, c'est soit vous pouvez utiliser la formule directe, utilisons la formule directe, c'est peut-être ce qui est le plus rapide. Donc c'est le RU. Le RU, il est de Asquat, il est de 10%. Ok? Et puis il faut enlever quelque chose. Ce qu'il faut enlever, c'est 33%, c'est ça, hein, de taux d'imposition, multiplié par le ratio d'endettement qui est de 40%, multiplié par le taux d'intérêt de la dette qui est de 6%. Donc si vous calculez ça, vous trouvez 9,408
9,41%. Et puis, on doit le faire pour GPS aussi. Je ne sais pas si on l'a fait ou pas. Non, on le fait aussi. Donc, RCMPC pour GPS, on peut faire la même formule. Cette fois, le RU, il est de 15%. Le taux d'imposition ne change pas de 33%. Le taux d'endettement de 10% et le coût de la dette de 6%. Et si vous faites ce calcul-là, vous trouvez 14,8%. D'accord? Bon, ça va, ça. Ok. C'est bon? Donc ça, c'est juste des petits calculs, en fait, qui reposent toujours sur les mêmes formules. Donc il faut simplement comprendre la logique. Et puis, une fois que vous l'avez fait 4 fois, normalement, la 5e fois, vous êtes capable de le faire assez rapidement. Donc c'est pas quelque chose de très subtil et de très intéressant. Il y a plus subtil et intéressant quelquefois. Il ne faut pas non plus croire que tout n'est pas subtil et intéressant. Hein. Donc ça c'est bon sur cet exemple-là. De toute façon il est dans le livre, donc vous pouvez aussi le retrouver dans le livre. Ah oui, une erreur à ne pas commettre, réendetter le CMPC. Ouais. Alors voilà, je sais pas ce qu'ils veulent. L'erreur qu'il ne faut pas commettre, je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Enfin, si, j'imagine ce que c'est réendetter le CMPC. Là, on revient en fait au chapitre 15 du bouquin. C'est quelque chose d'assez standard. On est d'accord que, bien sûr, vous avez, imaginons maintenant qu'on fait passer le levier, c'est le levier de qui? De Asquith ou d'un autre? Je ne sais même pas. C'était lequel celui-là? C'était le levier de... Voilà. Ouais, voilà, non, c'est ça. On nous propose une donnée, on nous dit d'abord le levier de 25%. Donc, vous voyez, on dit un levier de 25%, mais c'est un levier de 0,25. Enfin, ok? Donc, un levier de 0,25, c'est ça, hein, on est d'accord, c'est 1, je l'écris parce que des fois j'ai du mal à le calculer moi-même, hein, 1, et donc ça fait 1,25. Donc ça fait un taux d'endettement qui est de 1 divisé par 1,25, un taux de capitaux propres qui est de 1 divisé par 1,25, et des 0,25 divisé par 1,25. Donc ça fait quoi? Ça fait 20%. Ça fait 20% de taux d'endettement, d'accord? 80% de taux. Ok, c'est bien ça. Donc, quel est le RCMPC avec ça? Donc, on va utiliser précisément ces trucs-là. Ça fait 80%, puisque c'est le taux d'endettement qui sont associés à un levier de 25%. Je ne suis pas trompé, j'espère. Multiplié par le RCP qui est de 12%, plus 20%, multiplié par le taux de taxe, 1 moins le taux de taxe, donc ça fait 1 moins 33%, c'est-à-dire 67%, multiplié par 6%. Et si vous faites ce calcul, vous trouvez un certain nombre, et je vais trouver 10,6%. C'est dans le bouquin. Maintenant, le taux d'endettement passe à 50%. Comment va-t-on calculer le RCMPC? Donc, évidemment, l'erreur qui consisterait à réendetter le CMPC, puisque c'est ça qui nous explique que c'est carton rouge. Donc, c'est peut-être la première question qu'il faut poser à l'examen. Comme ça évite de corriger la suite. Finalement, si un étudiant fait un carton rouge, vous pouvez lui mettre directement 0 et vous n'avez pas à corriger sa copie. Ce serait un peu dur, hein? Ouais, c'est vrai. Ben, on pourrait faire un système de carton jaune, poser une première question, puis la deuxième, et puis la troisième, là, vous ne corrigez plus la suite. Ça éviterait de passer du temps à corriger des copies qui n'en valent pas la peine, en fait. Mais c'est un peu méchant ce que je dis, mais ce serait un mode d'évaluation qui pourrait être efficace, rapide. Poser des questions avec une gradation. C'est souvent ce que je fais, hein, franchement. Je pose souvent la première question, me donne souvent... bon, il peut y avoir des erreurs d'étourderie après, hein, heureusement. Hein, mais souvent, ça donne quand même une idée. Si la première question est hyper basique et déjà la réponse est fausse, en général, la copie, elle ne va pas beaucoup plus loin. Je la corrige quand même, hein, ne vous inquiétez pas. Mais c'est souvent assez révélateur, en fait. D'accord? C'est pour ça que c'est pas mal de mettre des exercices faciles au début. Parce que si les exercices sont faciles au début, ben, vous voyez tout de suite ceux qui passent l'exercice facile ou pas. Sachant que les étudiants, en général, font les partiels dans l'ordre des exercices. Ce qui est... on fait ça souvent en première année, hein, on mélange les exercices et on change l'ordre des exercices pour que les gens ne copient pas les uns sur les autres. Ça évite... Enfin, je pense que les étudiants s'en rendent compte hein, au bout d'un moment, mais si vous mettez 15 exercices, vous pouvez mettre les exercices dans le désordre, dans un ordre différent, peut-être que ce que je ferais, d'accord? Et dans ce cas-là, vous avez une influence de l'ordre. D'autant que c'est assez mal fait parce que, par exemple, sur Word, vous n'avez pas un mélangeur aléatoire de parties, ce qui serait pas mal d'ailleurs. Parce que je pourrais mettre les exercices, et après, un petit logiciel serait capable
de les refaire de manière aléatoire, de les réordonner de manière aléatoire. Et vous constatez que l'ordre a souvent une conséquence sur la moyenne que vous mettez. Si vous mettez le plus dur au début, en général, les étudiants vont davantage se planter que quand vous mettez le plus facile au début. C'est un peu normal. En tout cas, moi, je suis comme ça aussi. Je préférerais un petit effort au début. Bon, il faut réfléchir à tout ça. Il faut être un peu innovant en termes de méthode d'évaluation. Alors, réendetter le CMPC, c'est quoi l'erreur? L'erreur, bien sûr, ça serait d'utiliser le même rendement des capitaux propres pour calculer le RCMPC, d'accord? Puisque bien sûr que quand vous changez le levier, quand vous le faites passer à 50%, donc 50%, on est d'accord que c'est un taux d'endettement de 66,66, de 33,3%, d'accord? C'est ça, 50%. C'est 2, 1, 3, d'accord? Donc ça me fait un tiers. Donc ça fait un D à 33,33%. L'erreur, bien sûr, ce serait d'utiliser la même formule, en tout cas, c'est vraiment d'utiliser la même formule en prenant le même rendement des capitaux propres. Alors que bien sûr, ce qui est endogène là-dedans, c'est le rendement des capitaux propres. Le RCMPC est aussi un peu endogène parce qu'il va dépendre, via le taux d'endettement et l'économie d'impôt, de la structure financière. Ce qui est vraiment exogène, c'est le RU, et donc l'erreur, ça serait de réendetter le CMPC, c'est-à-dire de faire ça, je l'écris pour le barrer, d'accord? Ça serait de faire, l'erreur de base, ça serait de prendre donc 66,7%, d'accord, par de la dette, multiplié par le 12%, ça fait presque mal en l'écrivant, hein, plus 33,3%, multiplié par 1 moins T, donc 1 moins T c'était 67%, puisque c'est le 1 moins T, multiplié par 6%, d'accord? Évidemment, ça serait vraiment totalement faux, bon, d'accord? Et vous avez compris pourquoi, enfin peut-être, j'espère que vous avez compris pourquoi, parce que bien sûr, ce qui était endogène là-dedans, c'est le rendement des capitaux propres. Donc il faut tout le temps repasser par le RU, d'accord? Il faut tout le temps repasser par le RU. Donc une manière de ne pas se planter, c'est d'utiliser la formule, une formule qui est juste, hein. Le RCMPC, c'est le RU, d'accord, moins le taux d'endettement, 33,3%, d'accord, multiplié par le taux de taxe, TIS, donc on a dit que c'est 33,3% aussi, excusez-moi, donc les deux ici sont les mêmes, multiplié par 6%, d'accord. Et donc évidemment, il faut calculer... Oui, je me suis trompé? Non mais... Ah! Oh là là! Parce que je me suis trompé. J'ai pas bien lu ce qui était écrit. Mais dans le bouquin, c'est écrit comment? Dans le bouquin, c'est écrit comment? Alors, je sais pas. Mais vous avez raison, vous voyez, c'est typiquement une erreur d'étourderie. Bon alors, d'accord, comme on est flexible, on va mettre levier ici, et puis à la maison, vous le ferez avec le taux d'endettement si vous voulez, d'accord? Non mais c'était curieux parce que le levier de 25%, c'est pas très bien dit. Parce qu'en général, quand vous parlez d'un levier, vous ne dites pas un levier de tant de pourcents, puisque ça évidemment, c'est une proportion, mais on va parler d'un taux d'endettement de pourcent, mais un levier, vous allez dire un levier de 1. Vous n'allez pas dire un levier de 100%. Enfin, on pourrait le dire aussi, mais c'est pas très bien dit. Donc peut-être que la première phase était fausse, en fait, c'était un taux d'endettement de 25%. Donc vous avez raison. Donc je vais transformer ici, et j'ai mis le levier passe à 50%. Donc évidemment, pour faire ça, il faut calculer le RU, d'accord? Et le RU, on ne le connaît pas. Et donc le RU, on peut le connaître très facilement ici, puisque pour reconstituer le RU, il suffit juste d'appliquer la même formule sans le 1 moins 33%, d'accord? Donc ça fait 80% de 12%, ça fait 9,6%, 80 de 12%, plus 20% de 6%, ça fait 1,2, d'accord? Donc ça fait du 11,8, non, 9,6 plus 1,2, ça fait du 10,8, d'accord? C'est ça le RU. Ok? Et donc, finalement, si vous faites ça, on est d'accord sur le RU. Le RU, je vais calculer avec la même formule que celle qui est là-haut, mais en omettant le 1-33% qui provient de l'économie d'impôt. D'accord? Et donc, j'ai trouvé un RU de 10,8%. Et si je réapplique et que je mets le RU qui est ici, voilà, j'ai un tiers de 6%. Un tiers de 6%, ça fait 2%, on est d'accord? Et un tiers de 2%, ça fait 0,66%. Un tiers de 2%, ça fait 1,37%. Donc ça fait... Non, un tiers de 2%, ça fait 0,66. Donc ça fait 10,8 moins 0,66. Donc normalement, si je ne me suis pas trompé, ça fait 10,14%. OK?
Donc on est d'accord que le carton rouge, là, en fait, on pouvait le mettre dès le chapitre 15. C'est quelque chose qu'on a vu dès le début du cours. C'est un truc super important de comprendre. Dès qu'on a écrit un WACC, dès qu'on a montré qu'il y avait une moyenne pondérée, bon, après on a introduit la fiscalité, donc on l'a vu peut-être au chapitre 15 en fait. Mais ça n'a rien de très très nouveau. Donc je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, on nous remet cette histoire-là. Ah, j'ai un petit exercice que j'ai dû poser il y a 2 ans, qui doit être influencé par un des exercices du cours, donc qui reprend ce qu'on vient de faire ici. Donc, on a une entreprise qui vient d'entrer en bourse, on a 10 millions d'actions en circulation, donc ça on le garde en tête. Les flux de trésorerie disponibles seront l'an prochain de 15 millions d'euros, puis ils augmenteront de 4% par an à l'infini. D'accord? Donc c'est une entreprise permanente. C'est une entreprise permanente. Et ce qu'on nous donne là, c'est le E0 de FTD1, donc l'anticipation qu'on a du flux de trésorerie disponible à la fin de l'année 1. Et cette anticipation, elle est de 15, et ensuite, on a un taux de croissance de combien? 4%. Bon, le levier est maintenu à 0,30. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que le fait de dire qu'il est maintenu, ça signifie qu'il y a toute légitimité. Donc ça, c'est un point vraiment important de ce que j'ai fait la semaine dernière et qu'on va retrouver dans ce que je vais faire aussi dans les 2 prochaines heures. C'est que les techniques qui consistent à utiliser la technique la plus connue, valorisation la plus connue, qui consiste à actualiser un flux de trésorerie disponible par un WACC, elle fonctionne uniquement lorsque le levier est constant. Puisque c'est bien sous cette condition-là que le WACC est calculable, d'accord? Okay. Donc, quand on dit qu'il est constant, ça veut dire que le même levier, éventuellement, s'applique au brevet. S'il y a une déformation du levier par le brevet, bah, peut-être il y a des choses plus subtiles à chercher. Donc ici, quand on dit le levier est maintenu à 0,30, ça veut dire qu'il y a toute légitimité à utiliser une technique consistant à actualiser le flux de trésorerie disponible croissant. Par quoi? Par un WACC divisé par RU, selon que vous voulez calculer un VU ou un VD, RU ou RWACC, moins le taux de croissance G. N'oubliez pas aussi, c'est quelque chose qu'on a vu, sur lequel je ne reviendrai pas, quand vous faites croître un flux à partir de l'année 1 à un certain taux, quand vous l'actualisez par un taux d'intérêt constant, sachant que c'est un flux infini, hein, d'accord? La formule, c'est bien la valeur du flux à l'instant 1, FTD1, divisé par R, moins le taux de croissance. Donc ça aussi, évidemment, il faut que vous le sachiez, c'est un truc qu'on utilise tout le temps et je ne vais pas, le jour de l'examen, dire « Ah oui, on va faire croître le flux à partir de l'année 2. » Je pourrais, ce serait méchant. Ça ne jugerait pas une capacité pour vous. Je préférerais que vous réussissiez à bien faire cette question et passer à une question plus subtile financièrement. D'accord? Mais donc c'est tout le temps le cadre dans lequel on est. Vérifiez-le, parce que des fois je peux être méchant. Mais ok. Donc, la dette est sans risque avec un taux de 5%, le taux de biais c'est 33% et la relativité espérée du portefeuille de marché de 11%. N'oubliez pas, ça c'est le RM. Donc, si on nous donne un RM, c'est qu'il y a du bêta dans l'air, en général, du CAPM. Sa cotation en bourse étant trop récente, il est impossible de calculer le bêta de l'entreprise. Mais Onirama est une entreprise du même secteur cotée depuis longtemps. Le bêta des capitaux propres de Onirama est de 1,5, le bêta de sa dette est de 0,30 et son levier de 1. Donc on est d'accord que Onirama est une entreprise cotée, y compris ses obligations, on est capable de connaître le bêta des obligations. Vous voyez que, comme bien souvent, le bêta des capitaux propres est supérieur au bêta de la dette, parce que la dette, elle est moins risquée. Il n'y a pas qu'une dette sans risque, ou une dette où il y aurait purement un risque idiosyncratique, aurait un bêta de 0. 0,3, ça veut dire qu'il y a un petit peu de risque dans la dette, donc il y a une probabilité de faillite non diversifiable qui doit jouer un rôle dans sa valorisation. Quel est le bêta de l'actif économique de Onirama? Donc là, vous avez une formule agréable qui est la formule du levier appliqué au bêta. Donc ça, il faut que vous la revoyiez si vous ne vous en rappelez plus, mais c'est la même formule, facile à comprendre. C'est la formule du levier appliqué au bêta, c'est la même. Donc le bêta de l'actif économique de Onirama, je note ça bêta UO, c'est quoi? C'est la formule du levier. C'est simplement la moyenne pondérée, des bêtas des deux composantes de l'actif, à savoir les capitaux propres et la dette. Donc si elle a un levier de 1, c'est un endettement de 50%, on est d'accord? Donc Onirama a un levier de 1, donc il y a 50% du bêta
qui rentrent via les actions et 50% qui rentrent via les obligations. D'accord? Et là, il n'y a pas d'histoire de... C'est le bêta 1 qu'on calcule. Hein. On n'a pas de bêta, je sais pas quoi, de bêta WAC après impôt. D'accord? C'est le bêta de l'actif économique. Donc ça n'implique pas, bien sûr, éventuellement la valeur actualisée de l'économie d'impôt qui pourrait être présent au bilan de l'entreprise. D'accord? L'actif économique, à chaque fois, c'est un actif qui est normalement indépendant de la structure financière. Et donc vous trouvez une moyenne pondérée de ces deux trucs-là. Donc on est d'accord que ça fait 0,9. Ok? C'est ça, hein, 1,8 divisé par 2, ça fait 0,9. Quel est le bêta des capitaux propres de Amarindo? Du coup, à partir de ça, on peut utiliser la formule du levier appliqué au bêta, d'accord? Et cette formule du levier appliqué au bêta, c'est simplement le fait que le bêta U, puisque les entreprises sont dans le même secteur, vont être similaires, d'accord? Donc on assimile les deux bêta U. Donc le bêta U de Amarindo sera de 0,9, ok? Mais attention, il faut lui ajouter quoi? L fois la différence entre le bêta U et le bêta de la dette. L, pour Amarindo, on nous a donné son levier, on veut le maintenir à 0,3, d'accord? Donc il est plus faible, il est de 0,3, ce levier, multiplié par la différence entre le bêta U, 0,9, moins le bêta de sa dette. Ok? Et vous voyez que subtilement, comme quoi des fois il y a quand même des trucs un peu dans l'exercice, faire attention, on met dette sans risque, donc ça veut dire que le bêta de la dette pour l'entreprise Amarindo est de 0, alors que pour l'autre il est 0,3. D'accord? Ça s'explique peut-être, c'est assez cohérent avec l'une qui a un levier qui est inférieur. N'oubliez pas que ce qui peut augmenter le bêta de la dette, c'est le fait que vous avez une probabilité de faillite et que la dette devient risquée. Quand la dette devient risquée, lorsque le levier augmente. D'accord? Donc c'est assez logique que le bêta de la dette de Amarindo, d'accord, si c'est une dette sans risque, c'est que son bêta vaut 0, c'est peut-être la subtilité de l'exercice là, pour la question, c'est assez logique parce qu'elle a un levier qui est plus faible que l'autre, d'accord. Donc l'autre, elle est rentrée dans ce... On aurait fait l'exercice en sens inverse, ça aurait été un peu bizarre, d'accord. On aurait mis un levier plus important sur l'autre en disant la dette est sans risque, vous auriez pu dire, attendez, c'est pas cohérent. Donc ici, ça l'est, ça fait 0,9 plus 0,3 fois 0,9. On est d'accord que ça fait 1,17. Ok? Quel est le coût des capitaux propres de Amarindo? Donc cette fois, pour le calculer, il faut appliquer la célèbre formule du CAPM, puisqu'on parle de bêta. On comprend que certainement ce qu'il faut faire, c'est appliquer le CAPM, c'est pour ça qu'on a fait calculer le bêta du CP. Donc n'oubliez pas, le CAPM, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'équilibre, le rendement des capitaux propres, ça sera le taux sans risque. Donc le taux sans risque, il est de 5%, excusez-moi, j'ai eu 4%. Ouais, c'est le taux de croissance qui est de 4%. Le taux sans risque, il est de 5%, ok? Puisque la dette est sans risque. Ça nous donne le taux sans risque, d'accord, 5%, plus 1,17, le bêta, multiplié par la prime de risque de marché. Et la prime de risque de marché ici, elle est de 11%, moins les 5% sans risque, d'accord? Donc c'est ça la réponse. 5% plus 1,17 fois 6. Donc est-ce que je l'ai fait, ça? Ah oui, un Amarindo, je l'ai fait. Je le vois. Ça serait 12,02. Bon, ça fait 12. Ouais, le jour de l'examen, je ne note pas à 5 chiffres après la virgule aussi. Hein. Je trouve 12,02, c'est parce que c'est lié au fait que, je sais pas, à un moment on a mis 0,33 ou enfin, vous mettez 12, ça suffit. Hein. Je mettrai tous les points. Sauf si c'est 12,4. Là, il faut que vous mettiez 12,4. D'accord? Donc, à vous de trouver l'arrondi qui est adapté à la situation. Quel est le CMPC de Amarindo? Donc on est d'accord que le CMPC de Amarindo, vous pouvez le reconstituer maintenant, d'accord? Je ne sais pas si c'est comme ça, si c'est plus simple, on va le faire comme ça en tout cas. Ok? Vous allez le reconstituer, vous allez utiliser le taux d'endettement de Amarindo. Donc Amarindo, on a mis un levier à 0,3. Donc la part des capitaux propres, c'est 1 divisé par 1,3, d'accord? Ok? C'est la part des capitaux propres, multiplié par 12%, puisque c'est ce qu'on a calculé, plus la part de la dette, levier de, c'est L divisé par 1 plus L,
multiplié par la dette sans risque, 5%, ok, multiplié par le taux d'IS, 67%. D'accord? 1 moins 33, ça fait 67%. Donc, ok, ça ne pose pas de problème. Donc on trouve 10%. Bon, en général, quand on trouve quelque chose du genre 10%, c'est que le résultat a toutes les chances d'être bon. Enfin, il faut se méfier de ce genre de choses. Quelle est la valeur de la marine d'eau? On a tout calculé, puisque maintenant, on peut utiliser la méthode dont je vous parlais, c'est-à-dire la méthode qui consiste à valoriser l'entreprise. Donc, je la note comme ça. Alors, parce que rappelez-vous, hein, quand je mets le D en haut, ça veut dire que je me donne la valeur de l'entreprise endettée. Bon, alors, donc ça va être VDA, puisque, soyons cohérents dans la notation, c'est pas la valeur de la dette, c'est la valeur de l'entreprise endettée à marine d'eau, qu'on doit contraster avec l'entreprise non endettée à marine d'eau. Donc, on est d'accord que c'est E0 de FTD1, c'est ça, hein, divisé par le RCMPC de Amarindo moins G. D'accord? Je l'écris ici. C'est donc 15, ok, puisque c'est ça, hein, d'accord, divisé par 10% moins 4. D'accord? Donc ça fait 15 divisé par 0,06. Et ça fait 250. D'accord? Quel est le prix? Donc c'est 250. Hein. Peut-être qu'il faut mettre les unités. Donc bon, là aussi, le jour de l'examen, j'aime bien que les gens mettent les unités, mais s'ils ne les mettent pas, sauf si tout le monde a 20, je n'enlève pas de points. D'accord? Donc si on vous laisse 250 comme ça, c'est quoi? 250 €, 250 millions? Je pense que vous n'êtes pas vraiment stupide, c'est que vous avez juste oublié. C'est bien 15 millions d'euros, donc il faut peut-être le mettre comme ça. Donc là, alors oui, j'avais un système. Je disais, en fait, les millions, je les note comme ça. Voilà, je fais ça. Je dis M, c'est 1000. Grand M, c'est 1 million. Mais 1 million, c'est aussi M fois M, d'accord? Donc on pourrait le noter comme ça. Et puis si vous voulez mettre 1 milliard, d'accord? Pour mettre 1 milliard, vous pouvez faire MM. Ça fait, puisque c'est 1000 millions, d'accord? Je mets ça sur l'énoncé, et en général, il y a toujours des étudiants qui me posent des questions qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Quand je mets ça, j'essaie de mettre ça pour être clair, pour dire voilà, c'est ça l'unité, c'est comme ça qu'on les mesure. Donc ici, il faudrait mettre 250 millions d'euros. Vous avez compris, non, l'histoire du M et du MM? Okay. Bon, c'est pas très important, hein, c'est pas là-dessus que j'enlève les points. Et puis, dernière question, là, en fait, je pourrais poser plein de questions, je pourrais dire quelle est la valeur actualisée d'économie d'impôt, etc. En général, j'essaie aussi des fois de mettre des questions pour que les gens qui vont au bout des exercices touchent un peu plus de points, s'ils ont répondu à des questions compliquées, qu'ils puissent toucher un petit bénéfice un peu stupide par rapport au point, puisque chaque question, je les note de la même manière en général. Je mets toujours un point à chaque question. Et en général, je mets 100 points. Donc il y a 100 questions. Donc à la fin, je dis quel est le prix d'une action d'Amarindo. Donc là, c'est un peu dommage de ne pas prendre le point, ça fait 250 divisé par 10, donc ça fait 25, hein, d'accord? C'est juste la division du nombre d'actions, puisque vous avez donné le nombre d'actions, on s'en est jamais servi. C'était juste pour histoire de rajouter un point à celui qui est arrivé à la fin de l'exercice. D'accord? Donc ça reprend exactement ce qu'on a vu. On l'a valorisé en allant chercher une entreprise comparable. On a déleveragé pour que les deux entreprises soient comparables. Et puis on a reconstitué ensuite le CNPC de l'entreprise en question. Puis on a un peu ajouté le fait que le levier était constant. Donc c'est pas un exercice qui est très très difficile, mais il ne faut pas se tromper dans le truc, hein, ce qui n'est jamais évident. Ok. Alors, ouais, endettement additionnel lié à un projet. Ouais, ça c'est une question qui est intéressante. C'est que, rappelez-vous toujours la manière dont je vois les choses. Alors, les choses, oui, je les vois comme ça. Toujours de la même manière. C'est un peu ma valeur ajoutée par rapport au bouquin. Ok? Vous avez une certaine valeur. Donc n'oubliez pas que dans la valeur, je ne vais pas distinguer ici, mais vous pourriez avoir du VU et autre chose. D'accord? Les autres choses, ça serait quoi? Ça serait notamment des valeurs actualisées d'économie d'impôt.
négatives ou positives, enfin des valeurs actualisées d'impôts à payer. Okay, négatives ou positives. Ici, je ne rentre pas dans cette subtilité, et donc on a une entreprise qui existe, et c'est ça sa structure de départ. Et puis, ensuite, on rajoute un brevet, donc ça je l'ai déjà documenté, puisque je l'ai fait aussi la dernière fois dans ma vidéo. Vous rajoutez un brevet, et ce brevet crée de la valeur. Donc, il crée de la valeur, mais bien sûr, il peut avoir un certain coût pour être mis en œuvre. Donc, le brevet, c'est un delta V, et c'est un investissement. Quand je dis un investissement, attention, on va le voir dans des exemples, on l'a déjà vu, dans l'investissement initial. Je dis, ouais, c'est ça, un brevet, c'est un delta V et un I. D'accord? Le I, ça peut très bien être de l'investissement, des CAPEX, des dépenses d'investissement, mais ça peut très bien être aussi du BFR en plus, ça peut très bien être des dépenses en R&D, ça peut très bien être la mise en place d'un salarié, etc. Donc le I, c'est pas forcément un investissement au sens comptable du terme. En tout cas, c'est un coût de mise en œuvre du brevet. D'accord? Donc quand je parle du I ici, c'est pas forcément quelque chose qui va totalement s'amortir, par exemple. Il y a la question de l'amortissement qui joue un rôle. Vous n'amortissez pas vos dépenses en R&D. Vous n'amortissez pas le fait de mettre un pilote du brevet, un salarié qui va piloter le brevet alors que le brevet n'est pas mis en œuvre. Mais tout ça, bien sûr, rentre dans le coût de mise en œuvre du brevet. D'accord? Donc quand je parle de I ici, c'est le I au sens coût de mise en œuvre du brevet, c'est-à-dire un flux de trésorerie négatif associé à l'instant zéro à la mise en œuvre du brevet. Et dedans, il peut y avoir, encore une fois, des dépenses de capital, mais il peut aussi y avoir d'autres composantes. C'est tout ce que vous devez débourser aujourd'hui pour le faire. Donc, c'est ce que vous devez financer. Okay, c'est ce que vous devez financer. Et donc, mon truc, c'est à chaque fois dire que, en fait, la formule de la création de valeur, enfin, c'est que, imaginons que le brevet, vous pouvez le financer, vous allez le financer avec de la dette et des capitaux propres, d'accord? C'est de la dette ou des capitaux propres. N'oubliez pas, point aussi très important que j'ai déjà indiqué, sur lequel on reviendra, notamment il y a un exercice que j'ai posé l'année dernière qui a été très mal réussi par les étudiants. Parce qu'il parle d'autofinancement. C'est le dernier, je crois, que j'ai corrigé dans la vidéo. Cet exercice est intéressant parce que je prends un exemple dans lequel je finance le brevet par autofinancement. Et les étudiants de l'année dernière, je crois qu'il y en a un ou deux qui ont, peut-être 3 ou 4, vraiment très peu, qui ont compris le début de l'exercice, qui ont compris ce que j'essayais de faire. Et c'est vrai, je ne les avais pas préparés. Je n'avais pas fait un exercice comme ça en cours. Du coup, ça les a un peu désarçonnés. Mais ce n'est pas du tout désarçonnant. On est d'accord que quand je mets si on compte VD comme étant une dette nette, d'accord, nette de la trésorerie, on est d'accord? Nette de la trésorerie, ajouter un AI ici, ça veut dire quoi? A, c'est la proportion du brevet qui est financé par endettement, ou bien par autofinancement. Voilà. Par endettement et autofinancement. D'accord? Puisque dans mon cadre, si le VD est la dette nette, c'est ce que j'ai fait ici, hein, parce que je n'ai pas mis la trésorerie à gauche, ce que j'avais fait dans le chapitre précédent. Okay, le A ici, c'est bien la proportion du brevet qui est financée soit par endettement, soit par dette. Ce qui veut dire que le 1 moins A, le complémentaire, d'accord, le complémentaire est financé par capitaux propres. Donc, financé par capitaux propres, ça veut dire quoi? Ça veut dire en émettant des actions nouvelles. D'accord? N'oubliez pas aussi, donc le A, il peut être éventuellement, évidemment, on a l'impression qu'il peut être compris entre 0 et 1. Soit vous avez un brevet qui est financé 100% par dette, soit 100% par capitaux propres. Mais dans l'exemple de déco, par exemple, que vous pouviez voir la semaine dernière, on peut très bien avoir un A négatif, ou un A supérieur à 1. Vous pouvez émettre de la dette et racheter des actions en même temps que vous mettez en œuvre le brevet. Donc le A, c'est la proportion du brevet qui est financé par la dette ou par l'autofinancement. Mais bien sûr, ça peut être négatif ou positif, c'est juste la manière dont je présente le bilan. Donc si je fais apparaître, on est d'accord que mathématiquement, si on émet des nouvelles actions, bah, vous avez compris, normalement, le prix des nouvelles actions ne dégrade pas la valeur des anciennes actions, donc c'est quelque chose qui s'ajoute, c'est juste le montant des actions qui vont être émises, ça dépend après de ça. Et là, ce que je viens d'écrire, c'est un brevet qui n'aurait pas de vanne. Évidemment,
il faut ici ajouter la vanne. Et donc c'est ça le point important à comprendre. Vous voyez que comptablement, ce que j'ai fait, ça marche. D'accord? Vous avez bien compris que un brevet qui n'aurait pas de vanne, qui ne créerait pas de valeur nette, c'est par exemple une opération financière, toute simple, dans laquelle il n'y a pas d'économie d'impôt, etc. On est une opération financière toute simple. On est d'accord que dans ce cas-là, vous n'avez pas d'effet sur le prix des actions, vous n'avez pas d'effet sur le prix des obligations, et donc ce qui se passe juste, c'est que si vous émettez des actions nouvelles, au contraire vous en faites disparaître, vous avez la valeur des capitaux propres qui s'ajuste de cette manière-là. Maintenant, s'il y a une vanne positive, bien sûr cette vanne positive, elle est capturée par les actionnaires. Elle est capturée par les actionnaires à une seule condition. Ma formule, que j'aime bien aussi, la subtilité de la formule, c'était de dire le delta V moins I, c'est M0 delta Q plus M0 delta P. Vous vous rappelez de cette formule que j'avais introduite, j'avais montré dans cette approche-là. C'est quoi le M0 delta Q? C'est la manière dont la mise en œuvre du brevet pourrait affecter la valeur des obligations. Le M0 delta P, c'est la création de valeur actionnariale. Donc ici, en écrivant la formule qui est ici, j'ai fait comme si ceci n'existait pas. D'accord? Était égal à 0. Donc c'est égal à 0, soit parce qu'il n'y a pas d'obligation au départ, et dans ce cas-là, c'est delta Z au départ, VD est égal à 0, soit c'est égal à 0 parce qu'il n'y a pas de delta Q, parce que je sais pas, il y a des covenants, parce que la dette est non risquée. Ok? Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours cette idée que vous devez garder en tête, que lorsqu'un brevet crée de la valeur nette, delta V moins I, cette valeur est partagée entre les deux types de stakeholders ici. Je mets de côté l'État. Entre les deux actionnaires et les fonciers obligataires, selon cette formule, d'accord? Et penser que c'est uniquement les actionnaires qui se l'accaparent, c'est faire comme si la dette n'était pas plus risquée lorsqu'on mettait en œuvre le risque de brevet. Pas moins risquée d'ailleurs, vu que les deux cas étaient possibles. D'accord? Donc quand je présente le bilan de cette manière-là, en disant c'est les actionnaires qui s'accaparent l'intégralité du brevet, et ben je laisse de côté effectivement ce type de phénomène qui est bien sûr présent en réalité, qui peut être présent en réalité. Donc on a ça. Donc maintenant, vous voyez que quelle quantité de supplémentaire de dette est-elle nécessaire pour le financer? Vous voyez que le A, donc ce que j'ai appelé ici le A, c'est bien la quantité de dette, proportion de dette que vous devez émettre pour financer le projet. Le A peut être différent du D. Le D, c'est le taux d'endettement lié au projet. Pourquoi? Parce que c'est quoi le D? Ce que j'appelle D, ou ce qu'on a appelé D. Imaginez que maintenant on cherche un D, mais qui soit un D du brevet, d'accord? Un D du brevet. C'est quoi le D du brevet? Le D du brevet, c'est, vous avez émis AI de dette pour financer le brevet. Le taux d'endettement du brevet, c'est AI sur delta V, on est d'accord? Vous avez émis de la dette pour un montant AI, ok, et la valeur de l'actif a augmenté de delta V. Donc, vous voyez que le D, c'est égal à ce qu'on appelait le taux d'endettement. C'est égal à AI sur delta V. C'est pas la même chose que le A. C'est pour ça que je n'ai pas appelé AD. Ok? Dans quel cas c'est le même? C'est le même si I est égal à delta V. Si le brevet ne crée pas de valeur, bien sûr que dans ce cadre-là, si le brevet ne crée pas de valeur, vous voyez que I sur delta V est tout le temps, si le brevet crée de la valeur, I sur delta V doit être tout le temps inférieur à 1. D'accord? Sinon, il ne faut pas mettre en œuvre le brevet. On est d'accord? Donc ça veut dire que D est tout le temps inférieur ou égal à A. Dès lors que delta V moins I est positif ou nul. D'accord? Donc, j'ai ajouté ce slide parce que je trouve que dans le bouquin, c'est pas clair. C'est pas clair. Il faut bien faire la distinction entre d'un côté la manière dont vous financez le projet, donc c'est ce que j'ai appelé le A, et le taux d'endettement qui est associé au projet, qui lui doit tenir compte de la création de valeur du projet, delta V. Et bien sûr, les deux sont identiques. D est égal à A uniquement si la vanne du projet est nulle, si delta V est égal à I. Parce que là, il n'y a pas de chose rare.
puisque on n'a pas cette histoire de déséquilibre Provey, le delta V-I n'est pas présent dans mon truc. Ok? Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté ce petit transparent. Donc, quelques règles. 1. Traiter la trésorerie comme une dette négative. D'accord? Puisque c'est comme ça qu'on peut éventuellement réfléchir à la manière de valoriser un Provey qui est autofinancé. C'est exactement la même chose, sauf que, d'accord, sauf que la dette initiale est négative. Donc on est d'accord que si VD est négatif, financer un Provey par autofinancement, c'est juste expliquer que dans la situation initiale, VD est négatif ou nul. D'accord? Mais ensuite, cela ne va strictement rien changer à ce qu'on va faire nous. D'accord? Ça va strictement rien changer à ce qu'on va faire nous. Souvent, il y a des questions de type, on va le voir après, on reconstitue la trésorerie avec le flux de trésorerie disponible. C'est juste donner un tableau d'endettement à la marge, on est d'accord? La dette, vous la remboursez au fur et à mesure que vous reconstituez la trésorerie avec le flux de trésorerie disponible. C'était exactement le sens de l'exercice dont je vous parlais, sur lequel j'ai réalisé un film là, qui était donné la dernière. Donc, traiter la trésorerie comme une dette négative, c'est bon, vous pouvez le faire. Lorsque la politique de distribution est fixée à l'avance, souvent on a ça, dire que la politique de distribution est fixée à l'avance, c'est dire que le delta VCP est égal à 0. D'accord? La politique de distribution, c'est quoi? C'est simplement tous les dividendes qu'on va distribuer. Dire que c'est fixé à l'avance, c'est dire qu'on ne va pas la changer. Puisque la valeur des capitaux propres, c'est simplement la valeur actualisée des dividendes qu'on va distribuer dans le futur, puisqu'elle a fini des temps. Donc dire qu'on ne change pas la politique de distribution, c'est dire que le Provey est intégralement financé par dette. D'accord? Mais n'oubliez pas que dire que le Provey est intégralement financé par dette, ça peut être un peu compliqué parce que il y a le A, il y a le D. D'accord? Donc dire ça, c'est dire que D est égal à 0. C'est dire que D est égal à 0. Ok? Mais A, c'est là où ça peut être un peu compliqué. On va voir un petit peu sur un exemple après. Mais le A, n'oubliez pas que le A, il est inférieur ou égal au D. Donc, typiquement, si on fait ça et que, par exemple, on met de la dette et que ça crée des valeurs, des économies d'impôt, vous voyez que ça peut être un peu subtil, le jeu qui va se faire. C'est l'exemple qui est donné après, pour lequel je ne suis pas du tout convaincu de ce qu'il raconte dans le bouquin. On va le voir après. Le levier optimal d'un Provey dépend de ses caractéristiques, mais également de celles de l'entreprise. Bon, ça, c'est une remarque qui est peut-être moins importante. On a vu ce qu'était un levier optimal. En tout cas, on a vu que dans Mulligan Miller, il n'y a pas de levier optimal. Maintenant, si vous ajoutez des impôts, si vous ajoutez des coûts d'agence, si vous ajoutez des coûts de difficultés financières, si vous ajoutez plein de problèmes informationnels, il y a un levier optimal. D'accord? Si vous ajoutez la fiscalité d'investisseurs, etc., il y a un levier optimal. Maintenant, il n'y a aucune raison que le levier optimal pour un nouveau Provey soit le même que celui d'entreprise. D'accord? Il n'y a aucune raison. N'oubliez pas que le levier optimal il dépend aussi de la capacité en cas de difficulté financière que vous avez à récupérer l'actif. Mais il faut aussi comprendre que le levier d'un nouveau Provey est influencé par le levier préexistant de l'entreprise. D'accord? Puisque le fait de mettre en œuvre un nouveau Provey, même si vous rédigez des covenants à ceux qui viennent financer le nouveau Provey, peut changer la qualité de la dette préexistante dans l'entreprise. C'est le sens de cette remarque. Le levier optimal d'un Provey dépend de ses caractéristiques, mais également de celles de l'entreprise. Et notamment, peut-être, du levier qui était préexistant dans l'entreprise. D'accord? Moins important. Un projet dont les flux de trésorerie sont sans risque peut être intégralement financé par dette. Ouais. Oui. Bon. Ça peut être raisonnable de dire ça, on pourrait aussi dire, évidemment, s'il y a des flux de trésorerie disponibles qui sont risqués, bah, la dette elle-même devient risquée si vous le financez intégralement par dette. Cette remarque est donc peut-être moins importante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah oui, donc là, je me suis beaucoup gratté la tête sur cet exemple. J'en ai quand même écrit, j'ai réussi à en écrire ce matin, on a écrit tout ça pour arriver à la solution. Donc,
En 2009, Apple détenait plus de 25 milliards de dollars de trésorerie. Donc ce qu'on nous dit, on se dit, bah voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, Apple c'est ça, d'accord? On ne sait pas trop le reste, mais ce qui est sûr, c'est que VD est égal à moins 25 milliards. Et puis, on imagine qu'Apple hésite à financer un projet dont le coût du capital endettement nul est RU égale 12%. Bon, pourquoi pas? On ne nous en dit pas plus sur ce projet, hein. On ne nous dit rien sur ce projet. C'est-à-dire, on ne nous dit pas ce qu'est ce projet, en fait. La politique de distribution d'Apple est fixée pour toute la durée du projet. Donc ça veut dire que la politique de distribution, c'est que le delta VCP est égal à 0. Ce projet, on le force, il a une caractéristique, c'est qu'il ne va pas modifier la valeur des capitaux propres. Il ne va pas changer ce que Apple compte distribuer comme dividende. D'accord? Donc c'est un peu fort de café de faire ce type d'hypothèse, parce que vous voyez bien que si ce projet génère de la valeur nette, d'accord, bah, rappelez-vous l'équation que j'ai mis précédemment. La valeur nette, elle est accaparée par les actionnaire. Donc c'est un petit peu difficile de demander à un projet qui créerait de la valeur nette de ne pas modifier la politique de dividende. D'accord, ça n'a pas de sens. Donc moi, je déduis de ça que ce dont il nous parle, c'est un projet, je sais pas, qui n'aurait pas de vanne. D'accord? S'il y a une vanne, ce projet, nécessairement, il va impacter la valeur des capitaux propres. Il faut bien que quelqu'un s'accapare ce qui est financé, ce qui est obtenu par le projet. Et ça ne peut pas être les créanciers obligataires. Enfin, si, ça pourrait l'être éventuellement, mais vous voyez que ça ne va pas modifier la nature risquée de la dette de Apple. C'est assez bizarre. Donc pour moi, ce projet, il ne crée pas de valeur. Enfin, en tout cas, dit comme ça, il n'a pas l'air de créer de valeur. Delta V moins I est égal à 0. Ok. On nous dit, les flux de trésorerie disponibles relatifs au projet influencent donc uniquement la trésorerie de l'entreprise rémunérée à 4% par an. Alors, là, moi je me dis, mais finalement, quand ils me disent ça, ils me disent un truc assez simple, c'est que bon, le projet, il ne nous dit pas ce qu'il dégage comme flux de trésorerie disponible, mais admettons qu'il dégage un flux de trésorerie disponible. Par ailleurs, vous voyez que c'est méchant, parce que le flux de trésorerie disponible du projet, il est comment? Il est risqué, puisque sinon vous n'auriez pas un RU à 12%. Si le RU est de 12% et pas de 4%, c'est que le projet est risqué, d'accord? Donc les flux de trésorerie disponibles, ils sont variants dans le temps, ils sont stochastiques, ils sont aléatoires. Sinon vous n'auriez pas un RU à 12%, d'accord? Donc quand je mets FTDT ici, c'est quelque chose qui fluctue, c'est nécessairement risqué, car RU est élevé, 12%. Donc il y a une prime de risque. Et s'il y a une prime de risque, c'est qu'il y a du risque. Et s'il y a un risque, c'est que ça fluctue. D'accord? C'est susceptible de varier. C'est pas très clair, on continue. On dit les flux de trésorerie disponibles relatifs au projet influencent donc uniquement la trésorerie de l'entreprise de 0 à 4%. Je me dis, c'est simple, hein, on nous dit, finalement, dire que le projet est financé uniquement par la trésorerie, c'est dire que le projet, il est financé, je vais appeler VD, d'accord? Le montant VD0, VD0 c'est quoi? VD0, c'est le montant de dette qui est utilisé pour financer le projet. C'est pas le montant de dette, c'est le montant de trésorerie qui est utilisé pour financer le projet à l'instant 0. D'accord? Ce montant est positif. Et il vient se défalquer des 25 milliards. Donc, je ne l'appelle pas delta VD, d'accord? Je l'appelle VD0. Donc, VD0, c'est la dette qui est nécessaire, c'est les montants, les liquidités, pardon, qui sont nécessaires pour financer le projet. Donc, ils sont capturés sur la trésorerie. D'accord? Mais moi, j'ai dit, la trésorerie, c'est comme de la dette négative. Donc, en fait, on est d'accord que quand on finance par la trésorerie, ça revient à augmenter la dette de ce montant-là. Diminuer la trésorerie de ce montant-là, parce qu'il y a la même chose. Donc, on est d'accord que ce qu'on nous dit là, c'est qu'on nous dit que, finalement, le VD, là, dire, voilà, les flux de trésorerie disponibles relatifs au projet influencent donc uniquement la trésorerie de l'entreprise rémunérée à 4%. Donc, je me dis, ça, ils vont me dire un truc simple. C'est quoi l'équation? Je le gomme, ça, là. Après, vous allez dire, je suis un esprit un peu tordu. Moi, j'essaie de prendre au sérieux leurs énoncés. On nous dit quoi? On nous dit qu'à chaque instant, le flux de trésorerie disponible qu'on a donc récupéré au cours de l'année d'été, le 31 décembre de l'année d'été, on l'utilise à deux choses. D'accord? On l'utilise pour rappeler les flux de trésorerie disponibles, vous rappelez la célèbre formule. Flux de trésorerie disponible,
c'est égal à quoi? C'est égal à R1 moins TIS multiplié par VD moins delta VD, se désendetter, d'accord? Plus éventuellement div moins delta VCP. Ça ici, vous l'oubliez, puisqu'on nous explique qu'on ne doit surtout pas toucher aux capitaux propres, d'accord? Donc le flux de trésorerie disponible, on va l'utiliser simplement sur la partie dette. On ne va pas distribuer de dividendes supplémentaires. Donc on est d'accord que dans l'exemple, évidemment, dire que delta VCP est égal à 0, ça veut dire que div moins delta VCP est égal à 0, d'accord? Vous ne changez rien. Ne changez rien, d'accord? Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Donc, du coup, en grattant la tête, je dis, bah, dans ce cas-là, ok, le FTD, c'est égal à quoi? C'est égal à R. R, c'est combien? R, c'est 4%, on peut l'écrire. C'est égal à 4%, c'est, ok? 4%, c'est la manière dont la trésorerie, c'est le coût d'opportunité de la trésorerie, d'accord? Donc c'est le coût de l'endettement, on est d'accord? Ok? Si vous vous privez de la trésorerie, ça veut dire que vous privez de 4% c'est comme si vous payiez un coût de la dette à 4%. Mais bien sûr, n'oubliez pas que sur les résultats financiers, vous payez de l'IS, d'accord? Donc le taux d'IS, c'est bien la formule que j'applique là, hein. Vous voyez, FTDT, c'est égal à 4%, multiplié par 65%, multiplié par la valeur de la dette l'année précédente, à la fin de l'année précédente, puisque vous payez les charges d'intérêt ex post, quoi, d'accord, ensuite. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi utiliser une partie du truc pour quoi? Reconstituer votre trésorerie. Donc reconstituer votre trésorerie, c'est quoi? C'est simplement faire baisser votre dette. D'accord? Donc c'est le moins delta VD. Donc ça c'est... Vous reconstituez la trésorerie de combien? Ben, vous baissez la dette, moins delta VD, donc là je fais une petite erreur, je ne sais pas pourquoi je mets VT-1, c'est pas VT-1, c'est VT. Du coup, j'aurais écrit totalement la formule. D'accord? Et donc voilà ce qu'on nous dit. On nous dit ça. On nous dit le flux de trésorerie disponible, on utilise ça. D'accord? Donc il y a une partie qui est absorbée par la charge d'intérêt. Ce que j'écris là est vrai dès lors que le delta VCP est égal à 0. D'accord? Il y a une partie qui est absorbée par la charge d'intérêt, qui est évidemment soumise à l'IS, et puis une partie qui vient créer la trésorerie. D'accord? Donc attention, quand on reconstitue la trésorerie, bon, la trésorerie au départ elle baisse de VD0, ok? Et puis après vous pouvez la reconstituer éventuellement au-delà. C'est-à-dire vous pouvez l'augmenter, ok? Si le brevet a une vanne positive, il y a un moment où vous allez sortir de l'endettement, et quand vous allez sortir de l'endettement, si le brevet continue à générer du flux de trésorerie disponible, ce qui n'est pas du tout ici dit dans l'exercice, eh ben, vous allez augmenter, la dette va devenir négative, d'accord? Ça veut dire que éventuellement la dette peut devenir négative, et donc vous augmentez la trésorerie de Apple au-delà des 25 milliards, d'accord? Au-delà des 25 milliards. Et tout ça, surtout, ce que je veux, c'est que ça n'affecte pas le delta VCP. Alors, vous pourriez me dire, mais en fait, quand on dit la politique de distribution d'Apple est fixée pour toute la durée du brevet, comme on ne nous dit pas la durée du brevet, on ne sait pas très bien combien de temps tout ça va durer, en fait. Ok? On ne nous dit pas grand-chose. Et là, la question qu'on nous pose, c'est, Apple est imposé, quel est le coût du capital pertinent pour évaluer le brevet? Alors là, je dis, c'est pas facile, quoi. On a l'impression que c'est un peu tordu, etc. Leur réponse est très simple, hein. Dans le bouquin, ils disent, bon, bah, pour ce brevet, D est égal à 1. Ok? On est d'accord? Dire que D est égal à 1, pour moi, dire que D est égal à 1, ça veut bien dire que delta VCP est égal à 0. D'accord? C'est la même chose. On dit c'est D égale 100%. Donc 1 moins D égale 0%. Donc ça n'affecte strictement pas la valeur des capitaux propres. D'accord? Et donc, si D est égal à 1, c'est-à-dire que la valeur des capitaux propres ne sont pas affectés, on est d'accord? C'est comme ça que je l'ai énoncé. Dans ce cas-là, bah, le R, c'est MPC qui va permettre de faire le brevet. C'est quoi? C'est le RU du brevet. D'accord? Très bien, 12%. Moins, des fois, 100%,
multiplié par 35%, le taux de taxe, multiplié par la dette sans risque, 4%. OK? Et vous trouvez un certain résultat. Et vous trouvez un certain résultat. Donc ça me fait, le résultat que je trouve, ce résultat-là, c'est 10,6%. Donc c'était ça la réponse à la question pour eux. Moi j'ai essayé de réfléchir un peu comme je l'ai fait, d'une manière un peu différente. En me disant, bah, ok, très bien, supposons que, donc, pour que ce raisonnement marche, pour que delta VCP soit égal à 0, il faut que delta V moins I soit égal à 0. On nous dit, alors, non, en fait c'est un, ouais. Imaginons que la durée du brevet soit infinie, que ce soit un brevet permanent. C'est pas dit dans l'énoncé. Hein. D'accord? D'après ce que j'ai expliqué, le fait de dire que D est égal à 1, ça veut dire que le brevet ne créerait aucune valeur. Alors en fait, peut-être qu'il en crée à la fin. C'est ça qui est un peu, ambigu. En fait, je pense qu'ils confondent le D avec le A. Ils confondent le D avec le A. C'est pour ça que moi je dis, il faut faire attention de bien distinguer le D et le A. C'est pas la même chose. Le A, c'est la proportion du brevet qui est financé par dette, et le D, c'est la manière dont la valeur est répercutée sur VCP et VD. D'accord ? Je me dis la chose suivante, c'est, ok, essayons de réfléchir à un brevet permanent. Prenez un brevet permanent, on a un RU qui est de 12. D'accord? On va supposer que ce brevet, il a, pour faire les choses rapidement, on va supposer que ce brevet, évidemment il est risqué, mais que s'il y a de la neutralité, enfin, ouais, il est risqué, d'accord? Et que l'espérance qu'on peut avoir des cash flows générés par le brevet à l'instant 0, c'est 12. D'accord? Mais évidemment, ça fluctue, et ça ne croît pas encore. On ne peut pas mettre de croissance. D'accord? Donc on est d'accord que dans ce cas-là, le VU du brevet, si je choisis ça, ces chiffres-là, ça ne nous donne pas l'exercice. D'accord? Je dis, bon, ok, très bien, on complète l'exercice, on dit, maintenant c'est un brevet permanent, il est risqué, il va générer un cash flow de t égale 0 à l'infini de 12, d'accord, constant dans le temps, enfin, en espérance constant dans le temps, en fait, qui est évidemment variable, et donc dans ce cas-là, le VU, il est simplement 12 divisé par 12%, d'accord? Donc, le VU du brevet, c'est 100. Le VU du brevet, c'est 100. Donc, c'est quoi ce qu'on cherche? Moi, j'essaye de faire ça un peu sérieusement. Si on regarde le bilan du brevet, il a un VU de 100, ok? On nous explique, on nous dit, non, ce brevet ne veut absolument pas que ce brevet affecte la valeur des capitaux propres, d'accord? Donc j'essaie de prendre ça aussi au sérieux. Je mets une valeur des capitaux propres qui est de 0, puisque on me dit ce brevet, il est intégralement financé par dette, d'accord? Donc c'est comme ça que se présentent les choses, en admettant encore une fois que ça aille de t égale 0 à l'infini, d'accord? Et donc ce bilan, c'est le bilan de t égale 0 à l'infini, puisque, enfin, je sais pas, en t égale 0, c'est le bilan t égale 0. Et puis, qu'est-ce qui manque dans ce bilan? Il manque la valeur de la dette, VD0, la valeur de la dette, ok? Et puis ici, il manque un truc super important, qui est la valeur actualisée des économies d'impôt, d'accord? Et donc, la valeur du brevet, c'est bien sûr 100 plus la valeur actualisée des économies d'impôt, d'accord? Et comme on met de la dette, on peut penser que cette valeur actualisée des économies d'impôt est positive. En tout
tout cas, oui, on peut penser ça. En tout cas, elle est là, c'est la valeur actualisée des économies d'impôt à l'instant zéro. Ok. Vous voyez que si je cherche à aller un petit peu plus loin, qu'est-ce que je fais après? Après, j'ai dit, bah, rappelez-vous mon équation. J'ai dit, mon équation, c'est... On nous explique dans l'énoncé que à chaque date, à chaque t, d'accord, les flux de trésorerie disponibles, on les utilise à quoi faire? À payer des charges d'intérêt nettes d'impôts sur la dette préexistante, d'accord? Donc, ce FTDT, qui est de 12, en espérance. Attention, c'est en espérance. Ce 12, il est utilisé à quoi? Il est utilisé à payer des charges d'intérêt nettes d'impôts. La dette, c'est la charge, le taux d'intérêt, c'est 4%. Les impôts, c'est 65%. Donc la charge d'intérêt nette d'impôts, c'est 2,6%. D'accord? Donc ça, c'est égal à 2,6% de la dette en T-1, d'accord? Et puis, bien sûr, on va l'utiliser pour quoi faire? Pour baisser, pour rembourser la dette. Ce qu'ils appellent reconstituer la trésorerie. D'accord? C'est ça, hein, l'équation qu'on a. Et donc on doit avoir ça. Donc là, j'ai écrit en espérance, mais vous avez bien compris dans mon affaire que là où ça se corse, c'est que quand j'écris un truc comme ça, d'accord, vous voyez que la valeur de la dette, c'est pour ça que ça anticipe un peu sur ce qu'on va faire après, dans ce cadre-là, vous voyez que si ça c'est égal à FTD, ça veut dire que la dette, elle est peut-être non risquée, d'accord? La dette est non risquée. Parce que ils ont tellement de fric chez Microsoft que de toute façon la question n'est pas là, ça reste 4%. Donc la dette est non risquée. Et par contre, le niveau de la dette, VDT, d'accord, a du risque et incorpore le même type de risque que le FTDT. Puisque le flux de trésorerie disponible lui-même, il est risqué, puisqu'il est rémunéré à 12%. D'accord? Donc, dans mon modèle ici, dans ma reconstitution de trésorerie, elle est risquée d'une certaine manière. D'accord? Elle n'est pas risquée en termes de... C'est bien de la dette sans risque. Mais le montant de dette lui-même est risqué et variant. D'accord? Donc attention, ça veut dire que quand vous allez calculer la valeur actualisée d'économie d'impôt, c'est là où ça devient subtil. La valeur actualisée d'économie d'impôt, c'est quoi? C'est... Vous voyez que à chaque date, vous allez faire une économie d'impôt qui est R multiplié par 0,60% multiplié par VD T-1. C'est ça, hein, les économies d'impôt. Ces économies d'impôt, elles sont risquées. Elles fluctuent dans le temps. Parce que VD T-1 fluctue dans le temps. Donc quand vous allez chercher leur valeur actualisée, l'erreur à ne pas faire, et que j'avais commis l'année dernière, en présentant la même chose à vos camarades, ça serait de valoriser de la valeur actualisée des économies d'impôt en utilisant quoi? En utilisant le taux sans risque. En utilisant le taux sans risque. Puisque c'est toujours le même principe, c'est le principe de base de la finance, c'est comprendre que le facteur d'actualisation dépend de la qualité de ce que vous actualisez. Si dedans il y a du risque non diversifiable, il faut incorporer une prime de risque pour lui donner une valeur. C'est le truc numéro 1. C'est vraiment le principe, je sais pas, c'est un truc à retenir, c'est ça. Donc on est d'accord que ce qui est compliqué ici, c'est que le FTD étant risqué, le VDT-1 lui-même fluctue dans le temps, donc la charge d'intérêt elle-même fluctue dans le temps, et donc les économies d'impôts que vous allez faire sont risquées, et donc dans le calcul doivent être valorisées non pas avec un taux d'actualisation qui serait le taux sans risque, mais avec un taux d'actualisation qui serait quoi? Qui incorporerait la prime de risque associé au flux de trésorerie disponible. Et c'est quoi le taux d'intérêt qui... c'est le RU, 12%. C'est 12%. Donc, dans mon calcul, ou dans ce que j'essaie de faire, d'accord, il faut que je garde en tête cette idée-là. L'idée que quand je vais actualiser les économies d'impôt, je vais les actualiser non pas avec un taux sans risque, mais je vais les actualiser avec un taux risqué, parce que le risque des économies d'impôt, c'est le même que le risque du FTD, 12%. D'accord? Donc, c'est un peu difficile, un peu compliqué. Alors, comment je peux faire? Vous voyez que vous faites un petit peu de maths. Si vous regardez cette équation-là, ça c'est vrai, mais en termes d'espérance. D'accord? Ce que je calcule, en fait, c'est pas le VD, c'est son espérance. Quand je regarde ça, vous
voyez que ça, c'est simplement une... Vous pouvez simplifier ça. Ça vous donne une équation de récurrence qui vous dit que le VDT, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 plus 2,6% VDT moins 1 moins 12. D'accord? Si vous prenez l'équation là, d'accord, vous faites passer le VDT de l'autre côté, vous regroupez les termes, vous allez trouver juste que le VDT c'est 1 plus 2,6%, le VDT moins 1 moins 12. Ça c'est simplement une suite, je sais pas, c'est... si on connaît ce qu'on ne connaît pas, ce que j'essaie de trouver, si je connais le VD0, d'accord, de proche en proche, je suis capable de calculer l'espérance de la valeur de la dette à toutes les dates avec cette formule-là, en déroulant la récurrence. Alors, comment vous faites vous voyez, c'est une technique... bon, 1 plus... c'est 1,026, d'accord. Vous avez cette équation-là, d'accord. En dessous, vous avez la valeur V qui vaut cette valeur-là. Vous pouvez écrire que vous avez une valeur de V qui est la valeur d'équilibre de long terme de V. Et ce V en question, c'est quoi? C'est simplement 12 divisé par 0,26. Et ça vaut 461,5. Donc, si je prends ces deux équations-là, des fois je me demande si les étudiants font toujours des maths un peu dans la vie ou pas. C'est un truc qui m'inquiète beaucoup sur le destin de la société. D'ailleurs, on en voit les conséquences dans la rue. Franchement, c'est ça qu'on voit. C'est que les gens ne calculent pas beaucoup, en fait. Pas le... Donc là, vous avez une suite géométrique comme ça, avec un terme qui est un terme qu'on appelle non homogène, un terme constant. Comment vous résolvez ce genre de truc? Vous prenez la valeur V qui vaut 461,5, qui vérifie cette équation en dessous, hein, d'accord? Je mets une parenthèse ici, mais je l'enlève. J'imagine que ce que vous faites en macro est affreusement plus compliqué que ce genre de truc. Et si je fais la différence entre les deux, vous en divisez quoi? Vous en divisez que VDT moins V, donc moins 461,5, c'est une suite géométrique de raison 1,026 multiplié par VDT moins 1 moins V, d'accord? Et ça, je sais résoudre, c'est une suite géométrique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que VDT, c'est égal à V plus... Pourquoi il veut pas... Ah oui, parce que là, il veut, d'accord. V plus quoi? Plus 1,026 à la puissance combien? À la puissance t, multiplié par quoi? Par VD0 moins V. Ok? Et V, c'est 461,5. Donc, si je connais V0, je sais que la dette, ou l'espérance de dette à l'instant t, c'est 461,5 plus 1,026 à la puissance t, multiplié par l'écart entre la dette initiale qui a permis de financer le brevet et 461,5. Ok? Vous inquiétez pas, à l'examen, je ne vous poserai pas ça, mais il faut de temps en temps montrer qu'on peut un peu s'élever au-dessus de l'examen. D'accord? Donc, ça, c'est la dette. Vous avez cette équation-là. Maintenant, une fois que j'ai cette équation-là, pourquoi je cherche ça? Parce que moi, ce que je veux, c'est reconstituer mon bilan qui est là-haut. Et à partir de ça, je peux reconstituer mon échéancier de charge d'intérêt. D'accord? Parce que mon problème, c'est que là-haut, mon bilan est inscrit là, j'aurais pu mettre en rouge. Le 100, je le connais, le 0, je le connais. Ce que je ne connais pas, c'est les deux là. Et puis ce que je connais, c'est qu'il y a un équilibre total. Mon bilan, il est toujours équilibré. Donc, ce que je cherche à faire, c'est, dans ce bilan, trouver l'inconnu qui me manque. Et l'inconnu qui me manque, c'est quoi? C'est VD0. Je ne connais pas le montant de la dette. L'inconnu qui me manque, c'est simplement la valeur du brevet. Ok? La valeur du brevet de l'entreprise endettée. Je ne le connais pas. Donc, j'avance un petit peu parce que là, j'ai trouvé la valeur de la dette en fonction de VD0. Et donc maintenant, si je fais ça, je suis capable de trouver
bah, qu'à chaque instant, on va faire une économie d'impôt qui est 4% multiplié par 0,35 de tout ça. L'économie d'impôt, c'est 4% fois 0,65. 4% fois 0,65, c'est quoi? C'est 2,6%. Donc, l'économie d'impôt, l'année T, d'accord, est égale à quoi? C'est égal à 2,8%, 4%, multiplié par 0,35, donc c'est pas 2,8%, c'est 1,4%, excusez-moi. Je fais le complémentaire. Donc ça, c'est 1. Vous voyez, je me laisse aller parce que j'ai déjà dépassé la pause. Alors, vous avez dit que j'avais faim. C'est 1,4%, d'accord? Multiplié par quoi? Multiplié par ce que j'ai calculé là, c'est-à-dire VDT. Ok? Et donc, ma valeur actualisée de l'économie d'impôt, c'est la valeur actualisée de ce flux-là. Actualisé par quoi? Actualisé par le RE. Actualisé par le RE. Puisque, ça c'est le point important à comprendre, c'est que le RU, ces économies d'impôt, sont risquées. Parce que la dette, c'est pas parce que la dette est risquée, c'est parce que la dette, elle varie dans le temps. Et elle varie comme le flux de trésorerie disponible. Donc, si je continue à faire ça, ce que je vais peut-être faire après la pause, je ne sais pas, parce qu'après, il faut quand même corriger quelques exercices et rester sur le programme. Peut-être que je le ferai dans une vidéo, ou peut-être que je le raconterai après. Il faut prendre ce truc-là, qui croît avec le temps, puisque vous voyez que là, vous avez de 1,026 à la puissance T. Donc ça augmente, d'accord? Ça diminue, j'en sais rien. Ça évolue avec le temps. Et l'actualiser par un taux qui est le taux de 12%. Et ensuite, une fois que vous l'avez actualisé, vous avez déterminé la valeur d'économie d'impôt en fonction du niveau de dette initiale, et là, vous avez gagné. Puisqu'il vous suffit juste, après l'équilibre équilibrant, pour trouver le VD0. Et bien, c'est ce que j'ai réussi à faire. Je vous donne les résultats. En faisant ces techniques-là, je suis arrivé au fait que le VA0 des éco-IS est de 17,27. Et que la dette, donc la dette, ça y est, on l'a. La dette, elle est de 117,27. Enfin, en fait, j'ai trouvé la dette de 117,27 et j'en ai déduit que le VA des économies d'impôt, c'est 17,27. C'est comme ça que j'ai trouvé le résultat. C'est comme ça que j'ai trouvé la valeur de la dette de manière à équilibrer le bilan. D'accord? Et donc, moi, je me dis, dans leur truc, là, voilà, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le brevet, en fait, il nécessite un endettement initial de 117,27, alors que son VU est de 100. Et si ce brevet dure ad vitam aeternam, et qu'il n'affecte jamais le montant des capitaux propres, ça veut dire en fait qu'on va augmenter la trésorerie, parce que, ok, vous voyez l'équation qui consiste simplement à chaque fois à utiliser les 12 pour payer la charge de la dette. Bah, la charge de la dette, elle va être payée rapidement, la dette, elle va être remboursée au bout de 3 ans, il n'y aura plus de dette, au bout de 4 ans, il n'y aura plus de dette. Et après, ça va juste s'additionner aux 25 milliards de l'entreprise. D'accord? Et c'est ça qui explique d'ailleurs que le montant des économies d'impôt ne sont pas si importants que ça. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, vous faites des économies d'impôt, mais dans un second temps, vous payez des impôts. Parce que dans un second temps, vous avez la trésorerie excédentaire. Et la trésorerie excédentaire, ça veut dire payer des impôts en plus. D'accord? Bon, donc on a commencé sur l'exemple 17, je ne sais pas combien du livre. Moi, je ne comprends pas très bien ce que je cherche à faire dans cet exemple, en fait. Ça me paraît un peu étrange. La seule manière d'avancer dans cet exemple, c'est d'essayer de donner un peu plus d'éléments de structure à l'exemple. Et dans ce cas-là, il y a des choses qui sont assez compliquées qu'on va retrouver en fait après la pause. Donc c'est pas non plus totalement inutile par rapport à ce que je faisais. J'essaierai d'ajouter tous les calculs pour montrer comment j'arrive à 17,27 et 117,27 en actualisant, mais c'est un petit peu compliqué. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mes calculs non plus. Bon. Ok, donc on fait une petite pause et on se retrouve après. Merci. On ne va pas perdre de temps. Donc c'est 19,23. Il faut qu'il y ait un gain à ceux qui viennent.
Il y a du on et du off. Bon alors, ok, donc sur cet exemple-là, j'ai fait un peu les choses, et ce qui est rigolo, c'est que, juste termine là-dessus, rappelez-vous que, à la question qui était posée dans le manuel, on arrivait à un taux de 10,6%, d'accord? C'était ça la réponse. Il disait c'est avec ça qu'il faut actualiser. 10,6%. Et il y a peut-être un truc qui serait assez curieux, je le mets là, c'est de dire, mais, ok, très bien, et si on fait 12 divisé par 10,6%, puisque c'est ça, hein, d'accord? Dans le manuel, ils nous disent ça, ils disent il faut utiliser 10,6%. Donc ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faudrait valoriser le brevet. Moi j'ai dit qu'il fallait 12. Mais c'est moi qui fais l'énoncé. C'est un truc. C'est pas. Comment ça se compare à ce que j'ai trouvé moi, en faisant un truc que je considère comme étant plus rigoureux, ayant réfléchi au problème. Bon, en fait, ouais, c'est différent. Ils trouvent, dans ce cas-là, ça fait 113,20. D'accord? Et moi, j'ai trouvé 117,27. C'est pas la même chose. Je ne sais pas ce qu'on peut en conclure. C'est normal que ce ne soit pas la même chose, c'est pas du tout la même méthodologie pour répondre à la même question. D'accord? Donc je ne sais pas exactement ce qu'il voulait essayer de décrire par cet exemple. Je vous laisse le soin d'y réfléchir. Bon, je passe à la suite. Ok. Donc, va d'ajuster les politiques financières alternatives. Dans ce qu'on a fait, en tout cas dans la première partie de ce chapitre, c'est que on a souvent raisonné à levier constant. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, quand on faisait du levier constant, en tout cas, c'était dans l'exemple de déco, etc., ça nous a permis d'utiliser toutes les méthodes. Donc là, on va voir d'autres politiques alternatives. On en avait déjà vu une, puisque dans l'exemple que j'ai donné précédemment, là, l'histoire de Microsoft, vous voyez que le levier n'était pas constant, puisqu'on accumule la dette. Donc, quelle différence ça fait? Ben, précisément, la différence que ça fait, c'est exactement celle qui était déjà présente dans cet exercice. Lorsque vous êtes à levier constant, vous comprenez que la valeur de la dette est proportionnelle à la valeur de l'actif économique de l'entreprise. D'accord? Donc, ça veut dire que les économies d'impôt que vous allez faire sur la dette, c'est RVD, d'accord? Donc c'est R, admettons que R soit connu. Mais sinon, c'est la valeur de la dette, et cette valeur, elle fluctue avec la valeur de l'entreprise. Donc la dette, elle évolue dans le temps. Donc, quand vous faites la valeur des économies d'impôt, quand vous les allez actualiser, vous allez les actualiser avec quoi? Vous allez les actualiser avec un RU. C'est ça qui fonde notamment la méthode de la VADA, la valeur nette ajustée. D'accord? Et donc, le fait de mettre un levier constant, ça signifie que le facteur d'actualisation pour la valeur des économies d'impôt, c'est le RU. Maintenant, si on fait autre chose, si par exemple, on va stabiliser le ratio de couverture des frais financiers, on va voir ce que c'est faire en sorte que les frais financiers soient une part fixe du flux de trésorerie disponible. D'accord? Donc voilà, 50% des frais financiers, c'est 50% du flux de trésorerie disponible sont utilisés pour les frais financiers. Je vous rappelle que le flux de trésorerie disponible se partage entre payer des charges nettes d'impôts, rembourser la dette, payer des dividendes et éventuellement rendre du cash aux actionnaires. Donc le fait de dire que 50% du flux de trésorerie disponible est utilisé pour la charge d'impôt, pour la charge de dette, pas la charge de dette nette d'impôt, vous voyez bien que ça définit une politique. Et en même temps, c'est une politique intéressante parce que n'oubliez pas que l'entreprise, elle doit éventuellement faire en sorte que son résultat net soit tout le temps positif pour maximiser ses économies d'impôt, puisqu'elle n'a pas intérêt à faire des pertes, parce que dans ce cas-là, à la marge, sa dette n'est plus subventionnée. D'accord? C'était la limite qu'on avait sur les économies d'impôt. Du coup, ça peut être intéressant, effectivement, d'avoir ce type de politique. Dans ce cas-là, si les économies d'impôt ou les charges d'intérêt fluctuent comme le flux de trésorerie disponible, il faut l'actualiser par quoi? Aussi par le RU. D'accord? Il faut l'actualiser aussi par le... Oui, il faut l'actualiser par le RU. Et donc on va voir ça. Dernier élément, niveau de dette déterminé à l'avance. Si maintenant vous avez un tableau d'endettement, c'est la dette, c'est ça et pas autre chose, dans ce cas-là, ça veut dire que la dette, le calendrier, il est fixé à l'avance. Dans ce cas-là, les économies d'impôt, elles sont certaines, d'accord? Elles ne se fluctuent pas puisque
le calendrier est fixé, donc il n'y a pas de fluctuation. Dans ce cas-là, il faut actualiser les économies d'impôt avec le taux sans risque. D'accord ? Donc c'est ça qui font des différences. Donc on va voir un peu ce que ça donne. C'est pas hyper compliqué, mais ça permet juste de mettre en avant cette idée-là. Donc, charge d'intérêt, une entreprise pour profiter d'économies d'impôt optimales doit ajuster sa dette de manière à ce que les charges d'intérêt augmentent avec le résultat imposable de l'entreprise. On est d'accord ? C'est pour que son résultat net soit tout le temps positif. D'accord ? Éventuellement même égal à zéro, mais c'est quand même pas à ce point-là. Oh mince, ah, ça c'est très grave. Parce que si mon truc s'arrête, on va se retrouver. J'ai pas amené mon câble. Bon, on va voir en même temps ça va être. Donc, du coup, ça va nous permettre d'aller encore plus vite. Ah oui, et puis j'aurais plus mes notes pour voir le truc aussi. Ah, j'ai mon iPad. Je peux pas écrire. Ok. Donc, on y va. Donc, vous voyez, c'est dire ça. La charge d'intérêt, j'y vais vite. La charge d'intérêt, c'est R VD T-1. D'accord ? On est d'accord ? C'est ça la charge d'intérêt. Et donc, dire ça, c'est dire que la dette elle-même évolue la valeur de la dette. VD, c'est la valeur de la dette. Si R VD T-1 est égal à lambda FTD, ça veut dire que la dette, c'est lambda sur R multiplié par FTDT. D'accord ? Donc la valeur de la dette évolue comme le flux de trésorerie disponible. C'est pas la même chose que dire que ça évolue comme la valeur de l'entreprise. Ça évolue comme le flux de trésorerie disponible. Donc, c'est ça, on stabilise le ratio de couverture d'intérêt. L'intérêt de cette politique, encore une fois, c'est, n'oubliez pas que le flux de trésorerie disponible, c'est 1